Merci d'écouter RFI. Il est minuit et demi à Paris, 22h30 à Gao et en temps universel. Afrique Soir, dernière édition, et c'est Céline Pellarin qui vous accompagne. Bonsoir Céline. Bonsoir Alexis, bonsoir à tous. Au Mali, au moins 3 personnes ont été tuées à Gao lors d'une manifestation de jeunes. La manifestation avait été interdite par les autorités en raison de l'état d'urgence. Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. C'est une reprise perturbée du dialogue interburundais dans la ville d'Arusha en Tanzanie aujourd'hui. Dès le début de la rencontre, le gouvernement burundais a dénoncé la présence dans la salle de figures de l'opposition et de la société civile. Au Soudan du Sud, le calme semble tenir dans la capitale Djouba. Après plusieurs jours d'affrontements entre les soldats du président et ceux du vice-président, les deux hommes ont appelé hier au cessez-le-feu. Dans la seconde partie de cette édition, l'invité d'Afrique Soir, c'est la représentante de l'UNICEF à Niamey qui s'inquiète de l'augmentation des cas de malnutrition aiguë dans le sud du Niger. Elle répond à Michel Arsenault. À suivre dans une vingtaine de minutes, le journal des sports, ce sera en compagnie de Pierre Chaperon. Avant de terminer avec le zapping d'appel sur l'actualité, vous écoutez RFI Afrique Soir, bienvenue. Et on débute tout de suite ce journal au Mali, à Gao, dans le nord du pays, où règne un calme précaire après la manifestation qui a dégénéré aujourd'hui. Le rassemblement des jeunes avait été interdit par la mairie, mais les manifestants se sont tout de même mobilisés. Anne Cantner, bonsoir. Bonsoir. La confrontation entre les forces de l'ordre et les jeunes est allée jusqu'à l'affrontement. Mais malgré l'interdiction, des centaines de jeunes ont manifesté pour dénoncer des injustices, en particulier la mise en place d'autorités intérimaires dans la région de Gao. Il s'agit d'une étape de l'accord de paix pour le Mali, mais elle déplaît à certains groupes d'autodéfense. Ces mouvements, formés au plus fort de la crise pendant l'occupation djihadiste, expliquent qu'il y a un risque de voir revenir des hommes qui ont violé et tué à Gao. Pour cette raison, mais aussi pour réclamer leur intégration dans l'armée, des jeunes sont donc sortis dans les rues ce mardi, et lorsque les forces de l'ordre sont intervenues, il y a eu des tirs à balles réelles, bilan 4 morts et 35 blessés, tous des civils. Les affrontements ont cessé dans l'après-midi. Ce soir, le gouverneur appelle au calme. Il explique que toutes les personnes arrêtées pendant la manifestation seront bientôt libérées, mais les jeunes, eux, sont toujours dans la rue et toujours déterminés. Ils ont même ajouté une revendication à leur protestation. Ils demandent maintenant le départ du gouverneur ainsi que celui du chef de la police de Gao. Anne Cantner en direct sur RFI dans Afrique Soir. Et le gouvernement malien a annoncé une mission de haut niveau qui se rendra sans délai à Gao pour trouver des réponses appropriées aux préoccupations des différentes parties. Le gouvernement s'est aussi engagé à diligenter une enquête indépendante et impartiale sur ces événements violents qui se sont déroulés aujourd'hui à Gao. Dans la capitale mauritanienne, 23 personnes, pour la majorité des membres de l'ONG anti-esclavage IRA, ont finalement été entendus dans la nuit de lundi à mardi par le parquet de Nouakchott. Ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt. À l'origine de cette situation, une opération de déplacement de population qui était installée sur un terrain privé de la capitale, et ce déplacement de population a dégénéré en affrontement avec la police. C'était le 29 juin. En plus des protestataires arrêtés le jour même, de nombreux cadres de l'ONG IRA ont été arrêtés à leur domicile ou dans la rue les jours suivants. Les autorités mauritaniennes les accusant d'être à l'origine des violences qui ont fait plusieurs blessés parmi les policiers. Depuis les premières arrestations qui ont eu lieu, on le rappelle, il y a une douzaine de jours, les avocats n'avaient pas pu avoir accès aux personnes incarcérées. Laura Martel. Ce lundi, des soutiens d'IRA s'étaient rassemblés au centre de la capitale pour demander la libération des membres de l'ONG anti-esclavage. Une manifestation dispersée par la police qui aurait procédé à une dizaine de nouvelles interpellations. Face à cette mobilisation, ce n'est que dans la nuit de lundi à mardi, vers 4h30 du matin, que 23 personnes interpellées au cours des 12 derniers jours dans le cadre des heurts du 29 juin, des militants et dirigeants d'IRA pour la plupart, ont été entendus par le parquet, affirment leurs avocats. Au terme d'une audition qui a duré jusqu'à 8h du matin environ, le procureur a opté pour une procédure de flagrant délit et inculpé ces 23 personnes pour plusieurs motifs, dont agression envers les dépositaires de la force publique et incitation à la violence. Non seulement le dossier est vide, mais il ne tient pas du point de vue du droit, estime Maître Ebeti, l'un des avocats d'IRA. Pour une procédure de flagrance, il faut, si l'on peut dire, prendre les individus la main dans le sac. Or, la plupart ont été arrêtés le lendemain ou plusieurs jours après les faits, souligne-t-il. Les 23 inculpés ont été placés sous mandat de dépôt et incarcérés à la prison de Darnaïm. Le parquet dispose d'1 mois pour les faire comparaître devant la cour criminelle.
Laura Martel. Dans la capitale du Niger, Niamey, la justice a condamné ce mardi 7 militants de l'opposition à 1 an d'emprisonnement, dont 10 mois ferme. Ils ont été reconnus coupables d'attroupement armé lors de l'accueil de leur leader, Hama Amadou, lors de son retour d'exil de France. C'était le 14 novembre dernier. Les prévenus, dont l'ex-ministre de la Santé, Soumana Sanda, étaient écroués depuis 8 mois. En Tunisie, un hebdomadaire arabophone révèle que des attentats kamikazes ont été déjoués durant la période du Ramadan. La revue cite des sources sécuritaires qui indiquent que 8 combattants de l'organisation État islamique en provenance de la Libye ont été arrêtés aux alentours de Tunis. Selon ces mêmes sources, ces 8 kamikazes potentiels avaient projeté de se faire exploser simultanément à différents endroits de la capitale tunisienne. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, élu fin 2015, effectuera une première visite chez son voisin de Côte d'Ivoire, pays avec lequel les relations sont désormais excellentes. Après des mois de tension, c'est en tout cas ce qu'a affirmé le ministre des Affaires étrangères burkinabé, Alpha Bari. Plusieurs dossiers ont empoisonné les relations entre ces deux pays depuis les derniers mois, depuis notamment la chute du président Blaise Compaoré, qui a été renversé par la rue après 27 ans de pouvoir. C'était en 2014. Blaise Compaoré vit désormais en exil à Abidjan, alors que la justice burkinabé a lancé un mandat d'arrêt contre lui pour l'entendre sur la mort de l'ancien président Thomas Sankara. Depuis 2 jours, le président sud-africain est en France et après avoir signé des accords économiques avec son homologue français, François Hollande, c'était lundi, Jacob Zuma était dans la Somme ce mardi pour un déplacement mémoriel et symbolique. Le chef de l'État, à Longeval, dans le nord de la France, a rendu hommage aux soldats sud-africains qui ont combattu il y a 100 ans les troupes allemandes. C'était lors de la bataille du bois d'Elleville durant la Première Guerre mondiale. Jacob Zuma a rappelé que même au cœur de la bataille, l'apartheid a laissé sa marque infamante. Les soldats noirs n'ont pas été enterrés à côté des combattants blancs. L'inauguration d'un mur de la mémoire doit réparer un siècle plus tard cette injustice. Le reportage de ces cérémonies de commémoration dans la Somme, il est signé Victoire Fort. Grant, Bennett, J, Barnard, sur ce mur, plus de 3000 noms sont gravés. Accroupi, Bruce Jenkins photographie le patronyme d'un proche. Il a fait le voyage depuis l'Afrique du Sud. C'est la première fois qu'il vient dans la Somme, ému. Nous sommes connectés à cet endroit. Notre sang est ici. Et c'est très important que ce mur soit par ordre alphabétique, sans division entre la race ou la couleur. Dawn Capton, 78 ans, tient dans sa main la photo de son père en armes. Le jeune n'a pas 18 ans et combattait à plus de 13 000 km de chez lui. Les familles des combattants connaissent cette bataille, mais pas les autres. Ma mère m'a dit que mon père était mort ici, mais on n'en parlait jamais. Une histoire presque inconnue que Jacob Zuma veut honorer, une question de mémoire et de vérité, dit-il. Avec ce mur, il veut réparer un peu l'injustice faite aux soldats noirs qui ne reposent pas au cimetière militaire, mais dont les dépouilles sont éparpillées partout dans la Somme. Au moment de la levée des drapeaux, la pluie tombe. De ce bois de l'enfer, il ne reste qu'un seul arbre, un peu esselé dans le mémorial, témoin de l'horreur il y a 100 ans. Victoire Fort. Au Soudan du Sud, le calme est revenu après 4 jours de violents combats dans la capitale, Djouba. Le bilan provisoire est de plus de 300 morts. Le conflit qui oppose le camp de Riek Machar à celui de Salva Kiir au Soudan du Sud a toujours eu un caractère ethnique. Le président, qui est Salva Kiir, est de l'ethnie Dinka, alors que son vice-président, Riek Machar, est lui Nuer. Dès lors, la rivalité des 2 hommes a ancré la guerre civile du plus jeune État du monde dans une profonde dimension ethnique. Et cette dimension a ressurgi lors des affrontements de ce week-end. C'est ce que constate Adama Dieng. Il est le représentant spécial de l'ONU pour la prévention des génocides. Nous avons été préoccupés du fait de rapports que nous avons reçus et qui ont fait état malheureusement de certaines personnes qui ont été ciblées du fait de leur appartenance ethnique. Pour l'instant, il s'agissait essentiellement de Nuer qui étaient ciblés par des Dinka. Il n'y a pas de chiffres, mais c'est tout simplement une indication qui montre que finalement, l'histoire nous apprend que le plus difficile, c'est de recoller les pièces. Il ne faut pas oublier que le conflit au Sud-Soudan est enraciné fortement dans des divisions ethniques et politiques, et il faut y investir. Si longtemps qu'on ne poursuivra pas les auteurs des atrocités, il y a fort à parier que nous connaîtrons encore ce cycle de violence.
Adama Dieng, représentant spécial de l'ONU pour la prévention des génocides, il répondait à Amaury Ochard. La Cour pénale internationale a décidé de référer à l'ONU le défaut d'exécution de l'Ouganda et de Djibouti concernant l'arrestation du président soudanais Omar el-Béchir, qui est sous le coup de deux mandats d'arrêt de la CPI émis en 2009 et 2010 pour des crimes contre l'humanité commis au Darfour. La CPI reproche à Kampala et Djibouti de n'avoir pas interpellé le président soudanais lorsqu'il a assisté aux cérémonies d'investiture du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, c'était le 10 mai, et du président ougandais Yoweri Museveni le 11 mai. En théorie, les États signataires du statut de Rome ont l'obligation d'arrêter sur leur territoire les personnes recherchées par la juridiction et de les remettre à la Cour pénale internationale. Mais les pays africains ont émis ces dernières années de vives critiques à l'égard de la CPI, l'accusant de cibler injustement leurs dirigeants. Reprise difficile du dialogue inter-burundais ce matin à Arusha en Tanzanie. Cette rencontre a mal débuté puisqu'il n'y a eu ni séance inaugurale ni discours d'ouverture. Et ensuite, la délégation gouvernementale burundaise a refusé de participer à l'événement en raison de la présence de membres du Sénarède et du mouvement Halte au 3e mandat. Parmi eux, Pacifique Ninina Azwe, figure de la société civile burundaise et qui est accusée par le pouvoir de Bujumbura d'avoir participé à la tentative de coup d'État. C'était en mai 2015. Je suis à Arusha sur invitation du facilitateur, le président Mkapa, et sur un billet d'avion payé par l'East African Community. J'ai été accrédité en bonne et due forme ce matin, mais fort curieusement, lorsque j'étais déjà dans la salle, j'ai été appelé par une équipe de la médiation qui m'a informé que les autorités burundaises doutaient de mon invitation et ne voulaient pas participer à ma présence. De même cas en présence au maître Armel Miyongere, le président de la CAT Burundi. Il nous a été demandé de nous éclipser un tout petit peu, que nous allions rencontrer la facilitation un peu plus tard. Mais malheureusement, les cérémonies d'ouverture du dialogue de ce matin ont été annulées. Les autres aussi n'ont pas voulu continuer dans cette situation. Le dialogue doit se faire entre les adversaires et non pas entre les amis. Pacifique Ninina Azwe répondait à Carole Valade. Et finalement, dans la journée, les rencontres se sont poursuivies à huis clos. La délégation gouvernementale ainsi que celle du parti au pouvoir ont été entendues par le facilitateur, l'ancien président tanzanien. Demain, ce sera au tour des membres de l'opposition, de la société civile, ainsi que les autorités religieuses de rencontrer Benjamin Mpaka. L'objectif, c'est d'établir une liste définitive des invités et dégager un calendrier des futures rencontres, un projet de feuille de route que le facilitateur ira présenter ensuite à Kigali pour le sommet de l'Union africaine. Le ministre de la Défense centrafricain affirme avoir entamé un dialogue avec les Nations Unies afin de lever l'embargo sur les armes pour reconstruire une armée régulière en Centrafrique où la situation sécuritaire reste très fragile. On va parler à présent de trafic de bois en République démocratique du Congo. Greenpeace dénonce des pratiques illégales concernant l'attribution de titres d'exploitation forestière. L'ONG met en cause la société Somnifor et la Fodeco. Ces trois titres d'exploitation concernent près de 650 000 hectares de forêt. Greenpeace critique l'octroi de ces titres. Selon l'ONG, des titres qui violent le moratoire sur l'allocation de nouvelles concessions de forêt en RDC. Un moratoire que le gouvernement a lui-même pris en 2002 afin de préserver le secteur. Irène Wabiwa Betoko est la responsable de la campagne Forêt à Greenpeace Afrique. Les trois concessions font un total de 650 000 hectares. Les conséquences sont énormes et la configuration actuelle du secteur forestier ne permet pas à ce qu'il y ait d'autres concessions qui soient octroyées parce que le secteur forestier est encore non maîtrisé par le gouvernement congolais. Il y a l'illégalité, il y a la corruption et donc il n'est pas concevable que le gouvernement congolais puisse donner d'autres forêts pour l'exploitation forestière alors que la superficie qui est dédiée aujourd'hui à cette exploitation industrielle n'est pas maîtrisée par le gouvernement congolais. Il n'y a pas de contrôle qui est fait sur le terrain. Les exploitants œuvrent en maître et tant que ce secteur n'est pas encore maîtrisé en termes de transparence, des contributions à l'économie nationale, à la contribution des communautés locales qui vivent et dépendent de ces forêts, il n'y a pas lieu que ce moratoire soit levé.
Irène Wabiwa Betoko, membre de Greenpeace, elle répondait à Binta Diagne. Joint par RFI, Robert Bopolo, le ministre de l'Environnement, explique que ces concessions forestières ont été octroyées par son prédécesseur. Le ministre assure que le gouvernement congolais n'a pas l'intention de lever le moratoire sur l'allocation de concessions forestières. Robert Bopolo précise par ailleurs que des décrets sont en train d'être pris pour annuler ces 3 titres forestiers. L'exode rural, c'est une problématique qui impacte de nombreux pays et le Sénégal est l'un d'eux. 25% des 15 millions de Sénégalais vivent désormais à Dakar. Conséquence immédiate, il faut trouver des solutions pour alimenter ces citoyens des villes. Et dans le quartier des Parcelles de la capitale sénégalaise, un collectif de femmes a pris les choses en main. Elles se sont lancées dans l'agriculture urbaine. Reportage de Guillaume Thibault qui s'est glissé au milieu de ces micro-jardins. Ça, c'est de la menthe. Bator Saro ne s'arrête jamais. Doyenne hyper active de ce jardin partagé, encerclé par les immeubles gris-béton. Son âge, elle refuse de le donner. Je suis fière d'être une micro-jardinière. Ça m'a apporté de la santé parce que je ne faisais rien. Mais lorsque j'ai entré en micro-jardin, je commence à rajeunir. Ouais. Pape Samba Diop coordonne ce jardin né en 1999. À l'époque, à la place, il y avait une décharge. Mais on a pu débarrasser quand même tous les déchets. Et on en a fait un très beau et grand jardin quand même. La culture sur table permet d'excellents rendements et surtout de produire sans produit, du bio donc. On n'utilise pas les pesticides, il y a moins d'attaques, il y a moins de bactéries aussi. C'est interdit par la loi. La loi du jardin? Oui. Parce que quand tu mets du pesticide, tu as le cancer. Radine Ndiaye ramasse de la menthe. Ce jardin a tout simplement changé sa vie. Elle a dit, elle a beaucoup changé sa vie. Parce que, premièrement, elle mange. Deuxièmement, elle vend. Troisièmement, elle satisfait ses besoins. Dans un pays où le chômage des jeunes reste important, l'appel de Bator Saro est donc très simple, tous au jardin. Si on veut bouler cette crise-là, il faut faire le micro-jardin. Oui. Guillaume Thibault, Dakar, RFI. Vous écoutez la radio du monde, il est 22h46 à Dakar. Afrique Soir sur RFI. Dans la seconde partie de cette dernière édition d'Afrique Soir, nous parlerons de sport avec Pierre Chaperon. Ce sera dans quelques minutes à peine. Et puis ce sera le zapping d'appel sur l'actualité. Vos réactions ce matin dans l'émission de Juan Gomez. Mais tout de suite, place à l'invité. Et nous allons nous intéresser à la malnutrition aiguë au Niger, qui est en augmentation et qui atteint le chiffre de 15% de la population, un pourcentage que les autorités sanitaires considèrent comme un seuil d'urgence. Cette malnutrition touche particulièrement les régions de Zinder, Difa, Maradi et Dosso dans le sud du pays, et les ONG tirent la sonnette d'alarme. La représentante de l'UNICEF à Niamey, Viviane van Sterdinghem, est l'invitée de Michel Arsenault. Docteur Van Sterdinghem, bonjour. Bonjour. La malnutrition est plus élevée dans le sud du Niger, où on cultive le mil, le sorgho et le maïs, que dans le nord, qui n'est pas cultivable. Comment expliquer ce paradoxe ? Tout premièrement, parce que ce qui compte chez l'enfant, c'est les premiers 1000 jours. C'est là déjà que nous nous retrouvons avec des problèmes, parce que très très souvent au Niger, la mère est trop jeune en fait pour porter cet enfant. Ce phénomène-là est plus fort également dans cette région où le mariage, disons, précoce est plus répandu. Ensuite, il y a l'inadéquation de la ration alimentaire de cet enfant. Durant les 6 premiers mois, l'enfant devrait être au sein et exclusivement au sein. Mais nous voyons qu'au Niger, seulement 1/4 des enfants sont exclusivement au sein. Et l'allaitement exclusif à 6 mois est plus répandu au nord qu'au sud ? Oui, mais surtout, il y a le problème des pratiques, des croyances qui font que, effectivement, au sud, il y a moins d'allaitement exclusif. Quelle est l'importance des facteurs économiques dans l'insécurité alimentaire qui frappe surtout le sud ? Il est bien connu qu'au sud, des spéculateurs stockent les récoltes dans l'espoir de provoquer la rareté de la nourriture, donc une flambée de la demande et des prix. Néanmoins, pour le tout jeune enfant, si la pauvreté du ménage joue un rôle primordial, chez le tout jeune enfant, c'est surtout le pouvoir de décision de sa mère, de lui donner les priorités dans l'accès à cette nourriture qui existe au niveau du ménage,
Parce qu'à ce tout jeune enfant, il ne lui faut pas des quantités astronomiques de nourriture. Le prix du mil est secondaire. Pour son impact sur le jeune enfant, le prix du mil est secondaire. Le prix du mil a une influence certaine sur la sécurité alimentaire au niveau du ménage, mais ce qui joue plus chez le très jeune enfant, c'est que durant cette période de soudure, sa mère, qui devrait avoir beaucoup plus de temps pour s'occuper de lui, passe l'essentiel de son temps dans les travaux champêtres. Les travaux dans les champs, évidemment, permettent d'avoir une meilleure récolte et parfois, dans le sud, d'exporter des céréales au Nigeria où les prix sont plus intéressants pour les cultivateurs. Est-ce que les exportations de céréales vers le Nigeria aggravent la malnutrition dans le sud? Le problème, c'est que les revenus du ménage et le pouvoir de décision de la femme qui, en général, elle, donne la priorité aux enfants, ce pouvoir de décision de la femme est assez limité. Un quart des femmes seulement décident avec leur mari de l'utilisation des revenus du ménage. Donc si la femme n'a pas le pouvoir de décision et qu'elle ne peut donc pas utiliser une partie de ce revenu pour l'alimentation de l'enfant, quoi qu'il se passe avec cet excédent de céréales, l'enfant aura fort peu de chances d'en bénéficier. Avez-vous le sentiment parfois que les autorités au Niger considèrent la malnutrition comme inévitable? Non, je pense pas. Il y a énormément d'efforts réalisés durant les dernières années. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle la mortalité a baissé, c'est parce que le Niger, vraiment, a attaqué de front le traitement de la malnutrition aiguë sévère. Quand les centres nutritionnels où défilent des mères et des enfants par dizaines de milliers, année après année, vont-ils fermer leurs portes, à votre avis? On souhaite qu'ils ne ferment pas leurs portes trop rapidement. Parce que dès qu'ils fermeront leurs portes, on aura évidemment un rebond de la mortalité. Maintenant, les enfants sont malnutris, mais ils ne meurent pas de leur malnutrition. Les financements vont devoir continuer à arriver, mais nous devons tous arriver à convaincre plus de bailleurs de fonds de mettre des financements dans la partie préventive. Le problème, c'est également qu'il y a beaucoup de difficultés à mobiliser suffisamment de dons et d'investissements. Pourquoi c'est si difficile? Est-ce qu'il s'agit de cette fameuse fatigue, la lassitude des bailleurs de fonds face à une crise nutritionnelle au Niger qui donne l'impression d'être chronique? Bon, il y a certainement ce problème de fatigue. Il y a aussi peut-être le contexte mondial. Mais il faut vraiment continuer à appuyer le Niger. Dr Van Stertekem, merci beaucoup. Merci beaucoup. La représentante de l'UNICEF à Niamey, elle était l'invitée de Michel Arsenault. 22h52 temps universel, c'est l'heure du journal des sports en Afrique avec Pierre Chaperon. Bonsoir. Bonsoir Céline. Le football pour débuter, Pierre, avec une histoire du football béninois. Oui, on pensait que la fédération béninoise en avait terminé avec ses démêlés judiciaires. Eh bien non, des mandats d'arrêt ont été émis. Le motif, opposition à l'exécution de décisions de justice et complicité d'usage de faux en écriture privée et authentique. On ne sait pas encore de quel faux il pourrait s'agir. On connaît en revanche les personnes concernées par un mandat d'arrêt, notamment des mandats d'arrêt internationaux. Cité parmi tant d'autres, Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football. Il fait partie de la FIFA et était venu superviser les élections du président de la Fédération béninoise. Étonné, il réagit au micro de RFI. Non seulement surpris, mais étonné de constater qu'un étranger qui est un observateur n'a pas le pouvoir de faire offense à une justice d'un pays. Et encore que je ne suis pas membre des Nations Unies ou quoi que ce soit. Donc je suis surpris. Et bon, nous observons. Hein. De toutes les façons, comme je l'ai dit, j'observe. Et la FIFA, l'organe fêtier, qui a un règlement bien précis, qui nous avait mandaté pour aller assister à cette Assemblée générale, se réserve le droit de réagir. Ce n'est pas à nous les individus de réagir. Je crois que ça fait partie des excès des ailes de quelques magistrats. Un groupe de personnes dans le football béninois. J'observe de toutes les façons, je ne réagirai pas. C'est la FIFA qui va réagir.
Autre personne visée par un mandat d'arrêt peut-être ? Oui, Augustin Sidi Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football et membre de la CAF, mais aussi Anjorin Moucharaf qui a été donc réélu à la tête de la Fédération béninoise de football, et enfin Rafiou Paraiso, président du comité de normalisation. Aucune de ces personnes n'a pour le moment été arrêtée. À football toujours, Samuel Umtiti à Barcelone, c'est officiel. Oui, le défenseur central né à Yaoundé et qui a connu sa première sélection en équipe de France durant le dernier Euro sera bien barcelonais la saison prochaine. Le club catalan l'a confirmé ce mardi. L'ancien lyonnais s'est engagé jusqu'en 2021 avec les champions d'Espagne en titre. Sa présentation aura lieu au Camp Nou vendredi prochain. Et le Tour de France cycliste maintenant. Pour terminer, après une journée de repos, le peloton a repris la route. Oui, 10e étape entre Escalades-Sangordani dans la principauté d'Andorre et Revel dans le sud-ouest de la France, remportée par l'Australien Michael Matthews. Présent dans l'échappée du jour, le Sud-Africain et coéquipier du vainqueur Daryl Impey prend la 6e place. Écoutez, il répond aux questions de Farid Achache. Qu'est-ce que je pense ? Je pense que tout le monde dans l'échappée regardait Peter Sagan. Edwin Boasson-Hagen attendait le bon moment pour attaquer et je crois que tout le monde attendait le bon moment pour attaquer. Mais malheureusement, c'est compliqué quand vous êtes face au champion du monde et qu'il a le vent dans le dos. Je pense qu'il savait aussi qu'il était tout seul et que ça serait compliqué pour lui. Je ne sais pas si j'aurais agi comme lui à sa place. Après la cassure, on s'est retrouvé à 3 coureurs de la même équipe. On savait que l'on avait l'avantage sur Sagan, mais ça n'a pas été évident. On a vraiment bien combiné. Luke Durbridge a fait un travail fantastique. C'était notre première rampe de lancement. Il est resté le plus frais possible pour tout donner. Moi, je n'avais pas vraiment les jambes aujourd'hui pour tenter d'y aller tout seul. Il fallait donc faire équipe pour Michael Matthews. On a tenté de fatiguer et de mettre la pression sur Sagan. Et je crois que l'on a fait ça plutôt bien. Le coureur sud-africain Daryl Impey au micro de Farid Achache. Au classement général, le premier représentant du continent, c'est toujours Louis Meintjes. Un autre sud-africain, il est 9e à 55 secondes du maillot jaune, le natif de Nairobi, le Britannique Christopher Froome. À suivre ce mercredi, la 11e étape, Carcassonne-Montpellier, 162 km 500. Merci Pierre Chaperon, c'était le journal des sports. Vous écoutez RFI, il est 22h passées de 56 minutes en temps universel. C'est la fin de cette édition d'Afrique Soir réalisée avec Wafa Nour. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain journal, c'est dans 3 minutes et c'est avec Sonia Ghezali. Tout de suite, c'est le zapping d'appel sur l'actualité. Vous avez réagi chez Juan Gomez ce matin. Merci à vous d'avoir écouté la radio du monde. Il est 22h, bientôt 57, temps universel. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Les 100 premiers jours de la présidence Touadéra en Centrafrique, nous en parlions ce matin. Quel bilan peut-on dresser de sa politique ? Est-il à la hauteur des attentes ? C'est l'heure du zapping. Je dresse un bilan plus que mitigé, parce que la question de la sécurité, nous n'avons pas d'amélioration, mais nous constatons même un recul, parce qu'aujourd'hui, il y a recrudescence des mouvements armés sur toute l'étendue du territoire, et même jusque dans la capitale. On assiste à la prise en otage des officiers de police par des groupes armés qui se prétendent des groupes d'autodéfense. Ces groupes armés n'ont jamais eu l'intention de désarmer. Ils ont signé des engagements depuis Brazzaville, ils les ont réitérés au forum de Bangui, mais on voit bien que c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est vraiment le point noir de ces 100 premiers jours. La rupture, à mon avis, consiste à impulser des changements par rapport à certaines pratiques du passé. En la matière, on a quelques exemples qui ne sont pas uniquement anecdotiques. C'est la première fois dans ce pays qu'un chef d'État continue ses activités d'avant, continue à donner des cours à l'université. Si on prend ça simplement en disant il donne des cours à la fac, il perd du temps, on se trompe. Parce que donner des cours à la fac permet aussi d'échanger avec des étudiants qui vivent ce que tous les Centrafricains vivent. Je suis déçu parce que, en prenant le pouvoir, Touadéra savait le diagnostic de la RCA. On savait que c'était un pays où tout est à refaire ou presque. Et quand il a pris le pouvoir, il avait dit la priorité des priorités est la sécurité. Mais 3 mois après, rien n'est fait. Les forces de sécurité qui sont censées protéger la population sont eux-mêmes pris en otage par les bandes armées. Alors, quid de la population lambda qui doit être protégée par les forces armées ? On parle de réhabiliter les FACA, c'est vrai. Mais il suffit juste de voir dans les nominations des chaînes de commandement des FACA que le Touadéra a mis en place. Il n'a fait que ramener tous les officiers qui ont échoué avec Bozizé.
Il faut utiliser maintenant la force parce que le problème de la sécurité à Bangui ne dépend pas seulement du président Touadéra, ça dépend de toute la population centrafricaine. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que nous en ce moment, on n'a pas une armée centrafricaine capable de lutter contre ces gens-là. L'armée centrafricaine, c'est une armée qui n'est pas bien équipée. Il faut que l'armée soit bien équipée, bien encadrée, bien formée pour lutter contre les assaillants. Et demain à 8h10 TU, nous lancerons le débat sur l'élection présidentielle au Gabon. 33 9 693 693 70. Les plaisirs du journalisme. Ça, c'est probablement une des belles respirations de la société française. C'est une marque de démocratie, je pense. Ils me font des vacheries, ils me prêtent des mots que je n'ai pas prononcés, qui me valent des ennuis, mais je les adore, bien sûr. Les plaisirs du journalisme. Un été avec Claude Angéli du Canard Enchaîné, proposé par Pierre-Édouard Deldic. À retrouver tous les vendredis à 14h10 TU. RFI.